Chapitre 33. Légende de Herjedalen. Lorsque les touristes furent partis et que Niels put regarder autour de lui, il ne vit d'oie sauvage nulle part. Aucun jarre blanc ne vint le chercher. Il appela plusieurs fois, mais en vain. Il ne crut pas un instant que les oies l'eussent abandonné, mais il eut peur qu'un malheur ne leur fût arrivé, et il se creusait la tête pour trouver un moyen de les rejoindre, quand Bataki, le corbeau, tout à coup, s'abattit près de lui. Jamais Niels n'aurait cru qu'il saluerait Bataki aussi joyeusement. « Mon cher Bataki, lui dit-il, quelle chance que tu sois venu ici. Pourrais-tu me donner des nouvelles du jarre blanc et des oies sauvages ?»« Je viens de leur part, dit Bataki. Akka avait aperçu un chasseur et elle n'a pas osé t'attendre. Elle m'a chargé de te ramener auprès de tes amis. Monte donc sur mon dos et nous les aurons vite rejoints. » Niels s'installa sur le dos du corbeau qui l'emporta vers le sud. Ils descendirent dans une large vallée. Le pays était très beau, de hautes montagnes comme dans le Jämtland, mais très peu de terres cultivées, très peu de villages. Bataki s'abattit dans un chaume et fit descendre Niels. « Il y a eu ici de l'orge cet été, dit-il. Tâche d'en trouver quelques grains à manger. » Pendant que Niels cherchait des épis, en détachait les grains et mangeait, Bataki causa avec lui. « Tu vois ce grand et beau fiel qui s'élève là-bas droit au sud, commença-t-il. « Oui, je vois. »« Eh bien, il s'appelle le Sonfiel, continua le corbeau, et il y a eu là énormément de loups jadis. Les gens qui habitaient la vallée de ce fleuve ont eu souvent bien du mal à se tirer d'affaire. » « Ne peux-tu pas me raconter quelque belle histoire de loup ?» demanda Niels. « J'ai entendu raconter qu'il y a longtemps, les loups auraient attaqué un homme qui vendait des fûts et des baquets de toute espèce, dit Bataki. Il était de Hed, village situé à quelques milles en amont de cette vallée. C'était pendant l'hiver, et les loups le poursuivirent sur la glace du fleuve Ljunsnan, sur lequel il voyageait. Ils étaient environ une dizaine, et le cheval de l'homme de Hed était mauvais coureur. Le péril était imminent. Les rives étaient désertes, et il y avait bien 2000 jusqu'à la prochaine ferme. L'homme fut comme paralysé de terreur. En ce moment, il vit quelque chose remuer entre les sapins, plantés dans la glace pour marquer le chemin. Quand il distingua ce que c'était, sa terreur s'accrut. Ce n'était point des loups, mais une pauvre vieille femme qui courait le pays en mendiant et qu'on appelait Maline. Elle était bossue et boitait d'une jambe. Aussi la reconnut-il de loin. La vieille femme marchait droit à la rencontre des loups. Elle ne les avait sans doute pas encore aperçus, et l'habitant de Hed se rendit compte de suite que s'il passait devant elle sans l'avertir, elle tomberait entre les griffes des loups, tandis que lui s'échapperait. D'autre part, s'il s'arrêtait et la faisait monter près de lui, elle ne serait guère sauvée davantage. Il était presque certain qu'en ce cas, ils seraient tués tous les trois, lui, elle et le cheval. N'était-il pas plus juste de sacrifier une vie pour en sauver deux autres ? En ce moment, les loups poussèrent un hurlement sinistre. Le cheval bondit, prit le mort aux dents et dépassa la vieille femme. Elle aussi avait entendu le hurlement et avait compris. L'homme la vit lever les bras en l'air et ouvrir la bouche pour crier. Elle était perdue, mais lui serait sauvé. Il eut un premier mouvement de soulagement, mais suivi d'une douleur aiguë dans la poitrine. Il n'avait jamais rien commis de déshonorant jusqu'à ce jour. Depuis ce moment, sa vie serait détruite. D'un geste brusque, il maîtrisa et arrêta le cheval. « Viens vite, Maline !» cria-t-il. « Monte vite dans mon traîneau !» Il parlait durement, car il était fâché contre lui-même, qui ne pouvait laisser la vieille femme à son sort. « Tu ferais mieux de rester chez toi, au lieu de courir les routes, vieille sorcière !» grommela-t-il. « Voici que le noir et moi perdrons la vie à cause de toi. » La vieille femme se taisait toujours. L'homme reprit. « Le noir a fait déjà plus de 5000 aujourd'hui, et la charge ne sera pas plus légère avec toi dans le traîneau. » Les patins du traîneau grinçaient contre la glace, mais on n'entendait pas moins le halètement des loups. « C'en est fait de nous,
dit l'homme. Ça n'a pas servi à grand-chose, ni à toi, ni à nous, de t'avoir ramassé, Maline. La vieille femme, qui jusqu'ici s'était tue, habituée à être toujours malmenée en paroles, ouvrit enfin la bouche. « Je ne comprends pas pourquoi tu ne débarrasses pas le traîneau des fûts et des cuves. Tu pourrais revenir les ramasser demain. » L'homme comprit que le conseil était bon et s'étonna de n'y pas avoir songé avant. Il remit les rênes à la vieille femme, détacha les cordes qui retenaient les baquets et les fûts et les laissa rouler à terre. Les loups, effrayés, puis curieux, s'arrêtèrent pour examiner ce que c'était. Cela donna au traîneau un moment d'avance. « Si cela ne suffit pas, je me jetterai au loup moi-même, » dit la vieille femme. « Peut-être alors échapperas-tu. » Pendant qu'elle parlait, l'homme était en train de dégager une énorme cuve. Tout à coup, il s'arrêta. « Un homme et un cheval en bon état, » pensait-il. « Sont-ils donc vraiment forcés de laisser dévorer une vieille femme par les loups pour se sauver ? Certes, il doit y avoir un moyen de salut. Mais lequel ? Il reprit son travail. Il s'agissait maintenant de faire basculer par-dessus les bords du traîneau la lourde cuve. Tout à coup, l'homme s'arrêta de nouveau et éclata de rire. La vieille femme le regarda, le croyant fou. L'homme riait parce qu'il avait trouvé le moyen de les sauver. Comment n'y avait-il pas pensé plus tôt ? « Écoute, Maline, ce que je te dis, » fit-il. « Tu conduiras le traîneau au plus vite jusqu'au village de Linzal. Tu diras aux gens que je suis seule sur la glace au milieu des loups et qu'ils viennent me secourir. » L'homme attendit jusqu'à ce que les loups fussent tout près du traîneau. Alors, il fit tomber l'énorme cuve, sauta lui-même en bas et se glissa sous la cuve. Celle-ci, faite pour brasser la bière de Noël pour toute une grande ferme, le contenait facilement. Les loups bondirent autour, essayant en vain de la basculer et mordant les jables. La cuve était lourde et solide, l'homme était hors de danger. « Dorénavant, » se dit-il gravement, après s'être d'abord moqué un moment des efforts des loups, « dorénavant, si jamais je me trouve dans ce qui paraît une impasse, je songerai à cette cuve. Je me dirai qu'on n'a pas besoin de se faire du tort, à soi-même ni à autrui. Il y a toujours une troisième issue, qu'il s'agit seulement de trouver. » Bataki acheva son histoire sur ces mots, prononcés sentencieusement, comme avec une intention particulière. D'ailleurs, Nils avait déjà remarqué que c'était presque toujours le cas lorsque le corbeau racontait quelque chose. « Que peut-il bien vouloir dire en me narrant cette histoire ?» se dit-il. Après avoir mangé, Bataki et le gamin continuèrent leur voyage en suivant le cours de Ljusnan. Arrivé près du village de Kolsat, sur la frontière de Hälsingland, le corbeau se posa de nouveau à terre près d'une cabane basse. Elle n'avait pas de fenêtre, rien qu'une petite lucarne. De la cheminée s'échappait une fumée mêlée d'étincelles et on entendait à l'intérieur des coups de marteau. En voyant cette forge, je me rappelle qu'il y avait jadis dans ce village des forgerons si habiles qu'ils n'avaient pas leur pareil. J'ai entendu raconter des histoires là-dessus. « Raconte-moi une, » demanda Nils. « Eh bien, » reprit Bataki, sans se faire prier, « un forgeron invita une fois 2 autres maîtres forgerons, l'un de Dalecarli, l'autre de Värmland, à se mesurer avec lui dans la fabrication des clous. Le défi fut accepté et les 3 forgerons se rencontrèrent ici, à Kolsat. Le Dalecarlien commença. Il forgea une 12aine de clous, si égaux, si aigus et si polis que nul n'aurait fait mieux. Après lui vint le Värmlandais. Il forgea lui aussi une 12aine de clous parfaits. En outre, il les fabriqua en moitié moins de temps que le Dalecarlien. Les juges du concours déconseillèrent aux forgerons de Herjedalen d'essayer, car ils ne pourraient faire ni mieux que l'un, ni plus vite que l'autre. « Je ne me rendrai pas, » répondit-il. « Il doit y avoir une 3e manière de se distinguer. » Il mit le fer sur l'enclume sans le chauffer d'abord, le réchauffa en le martelant, et forgea clou sur clou sans se servir ni de charbon ni de soufflet. Personne n'avait vu manier plus habilement le marteau, et le forgeron de Herjedalen fut déclaré le plus habile du pays. Bataki se tut. Nils réfléchit un moment. « Dis-moi, quelle a été ton intention en me racontant cette histoire ?
demanda-t-il enfin. Je me la suis rappelée en veillant cette vieille forge, répondit Bataki évasivement. Les deux voyageurs reprirent leur vol. Le corbeau porta Niels à travers la partie du Herjedalen qui avoisine la Dalecarlie. Là, il descendit se poser sur une colline qui dominait un plateau. « Sais-tu bien quel est ce monticule sous tes pieds » demanda Bataki. Niels avoua ne pas le savoir. « Eh bien, c'est un tombeau, un ancien tumulus, dit le corbeau. Il a été élevé sur un homme appelé Herjulf, et qui fut le premier à s'installer en Herjedalen et à cultiver le pays. »« Tu as peut-être une histoire à me raconter sur lui aussi » demanda Niels. « Je n'ai pas entendu grand-chose sur lui, mais je crois qu'il était norvégien. D'abord, il était au service du roi de Norvège, puis il se brouilla avec lui. Il se rendit près du roi suédois, qui habitait Uppsal, et entra à son service. Après quelque temps, il demanda en mariage la sœur du roi, et comme celui-ci la lui refusa, il l'enleva. Il s'était ainsi mis dans la situation de ne pouvoir ni retourner en Norvège, ni rester en Suède, et il ne voulut à aucun prix se fixer à l'étranger. Il doit bien y avoir une troisième alternative, pensa-t-il. Et il se retira avec ses serviteurs et ses trésors vers le nord, à travers la Dalecarlie, jusqu'à ce qu'il atteignît les grands déserts qui s'étendaient au nord de cette province. Il s'y arrêta, bâtit une maison, et défricha la terre et devint le premier habitant de ce pays. En entendant cette dernière histoire, Niels fut plus intrigué que jamais. « Ne veux-tu pas me dire quelle a été ton intention en me racontant ceci » demanda-t-il. Bataki ne répondit d'abord rien. Il se contenta de tourner et de retourner la tête en fermant les yeux. « Puisque nous sommes seuls, » dit-il enfin, « il y a une chose que je voudrais te demander. T'es-tu jamais bien renseigné sur la condition imposée par le Tomte qui t'a transformé pour te faire redevenir un homme ? Voici la seule dont j'ai entendu parler. Je dois conduire le jar blanc en Laponie et le ramener sain et sauf en Scanie. »« C'est bien ce que je pensais, » dit Bataki, « car la dernière fois que nous nous sommes vus, tu disais avec une si grande fierté qu'il est laid de trahir un ami dont on a la confiance. Tu ferais bien de demander la condition à Akka. Tu sais qu'elle s'était rendue elle-même chez vous pour parler au Tomte. Akka ne m'en a rien dit. C'est qu'elle pensait sans doute qu'il valait mieux pour toi ignorer la teneur des paroles du Tomte. Elle tient plus à toi qu'au jar blanc. »« C'est curieux, Bataki, » dit Niels, « comme tu as le don de me rendre toujours triste et inquiet. »« Cela peut en effet paraître ainsi, » dit le corbeau, « mais cette fois, je crois que tu me seras reconnaissant de te répéter les paroles du Tomte. Il a dit que tu redeviendrais homme si tu ramenais le jar blanc, pour que ta mère pût le tuer. » Niels se leva d'un bond. « C'est une méchante invention que tu imagines là, Bataki, » s'écria-t-il. « Tu vas pouvoir le demander toi-même à Akka, car la voici, je crois, qui s'approche avec sa bande. Mais n'oublie pas les histoires que je t'ai racontées aujourd'hui. Il y a un moyen de sortir de toutes les difficultés, si seulement on le trouve. Je serais curieux de voir comment tu réussiras. » Chapitre 34. Un petit domaine. Le lendemain, Niels profita, pendant un arrêt, d'un moment où Akka, en paissant, s'était un peu éloigné des autres oies, pour lui demander si ce que lui avait raconté Bataki était vrai. Akka ne put le nier. Le gamin fit alors promettre à la vieille oie de ne point laisser le jar blanc soupçonner ce secret. Brave et généreux comme il était, il aurait pu agir sans demander conseil à personne. Après cette conversation, Niels resta silencieux et renfrogné sur le dos du jar, sans s'intéresser à rien. Il entendit les oies crier aux oisons qu'on entrait en Dalecarlie et qu'on pouvait distinguer le Stadjan. « Comme il est probable que je voyagerai toute ma vie avec les oies, j'aurai le temps de voir ce pays plus que je ne le désirerais, » grommela Niels. Il ne montra pas plus d'intérêt lorsque les oies crièrent qu'on était en Vermland et que le fleuve qu'on suivait vers le sud était le Klarälf. « J'ai déjà vu tant de fleuves, j'en ai assez, » dit-il.
D'ailleurs, même s'il avait été curieux, il n'aurait pas trouvé beaucoup de choses à voir, car le nord du Vermland est rempli de grandes forêts monotones, à travers lesquelles serpente le Klarälf, étroit et tout en rapide. Ça et là, une meule de charbon, un défrichement ou quelques maisons basses sans cheminée habitées par des Finnois. L'étendue des forêts pourrait faire croire qu'on est en Laponie. Les oies sauvages suivirent le Klarälf jusqu'à la grande usine de Munkfors. Puis, elles obliquèrent vers l'ouest. Elles n'avaient point encore atteint le lac Fricken quand le soir tomba. Elles descendirent au milieu d'un grand marais sur une hauteur. C'était certes un bon endroit pour des oies, mais le gamin aurait bien voulu trouver mieux pour lui-même. Pendant qu'il était dans l'air, il avait aperçu quelques maisons au pied de la hauteur. Il résolut de les chercher. Ce fut plus long qu'il n'aurait cru. Mais enfin, la forêt s'éclaircit et il arriva sur une route. Un peu plus loin, une belle allée de bouleaux montait de cette route vers une ferme et Niels s'y engagea résolument. Il entra d'abord dans une arrière-cour, grande comme le marché d'une petite ville et entourée de longues maisons rouges et basses. Après l'avoir traversée, il vit devant lui une seconde cour. Là s'élevait le corps de logis, précédé d'une grande pelouse flanquée d'une aile, avec un jardin touffu derrière. Le corps de logis lui-même était petit et modeste, mais la cour était bordée d'un cercle de sorbiers géants, si serrés qu'ils formaient comme des murs. Le ciel semblait un plafond bleu pâle, les sorbiers étaient jaunes avec de belles grappes rouges. La pelouse devait être verte encore, mais comme il faisait ce soir-là un magnifique clair de lune, elle paraissait blanche et argentée. Pas un être humain ne se montrait, et Niels put à son aise parcourir le domaine. Entré dans le jardin, il vit quelque chose qui le mit presque de bonne humeur. Il était monté dans un sorbier pour manger des baies, lorsqu'il aperçut les grappes rouges d'un groseillier. Il se laissa glisser le long du tronc. En regardant autour de lui, il remarqua que le jardin était rempli de groseilliers rouges et noirs, de groseilliers à maquereaux et de framboisiers. Il y avait des navets et des raves dans le potager, des graines aux plantes, des épis à tous les brins d'herbe. Et là, au milieu de l'allée, il ne se trompait pas. Une belle grosse pomme brillait sous les rayons de la lune. Niels s'assit sur le bord d'une pelouse, la grosse pomme devant lui, et se mit à en tailler des morceaux avec son couteau. « Ce ne serait pas si dur d'être tonte, dit-il, si l'on pouvait partout se nourrir aussi facilement. » Tout à coup, il entendit un léger frémissement au-dessus de sa tête et vit presque en même temps devant lui, sur l'allée, quelque chose qui ressemblait à une petite souche de bouleau. La souche se tordait et deux points lumineux brillèrent comme deux charbons ardents au sommet. Niels remarqua bientôt que la souche avait aussi un bec crochu et deux yeux ardents entourés de cercles de plumes. Alors, il se calma. « Cela fait plaisir de rencontrer enfin un être vivant, dit-il. Peut-être, Madame la Chouette, voudriez-vous me dire comment s'appelle ce domaine et qui l'habite ?» La Chouette était demeurée perchée, ce soir-là comme tous les autres, sur un échelon de la grande échelle appuyé contre le toit de la maison. De là, elle inspectait les allées et les pelouses en quête de rats. À son grand étonnement, aucune peau grise ne s'était encore montrée. Mais elle avait aperçu quelque chose qui ressemblait à un homme en miniature. « Voilà, se dit-elle, ce qui effraie les rats. Qu'est-ce que cela peut bien être ? Ce n'est pas un écureuil, ni un petit chat, ni une belette. Un oiseau qui depuis si longtemps habite une maison de bourgeois devrait connaître tout ce qu'il y a au monde. Mais ceci passe mon entendement. » Elle avait fixé l'étrange créature qui remuait sur le sol, au point que ses yeux semblaient lancer des flammes. Enfin, la curiosité l'avait emportée sur la prudence et elle était descendue voir ce que c'était. Tandis que le gamin parlait, elle se pencha en avant pour mieux l'examiner. « Il n'a ni griffes, ni pics, pensait-elle. Mais qui me dira qu'il ne possède pas un dard empoisonné ou une autre arme encore plus dangereuse ? Je ferais bien de me tenir sur mes gardes. »
Le domaine s'appelle Marbacca, répondit-elle, et il a été jadis habité par des bourgeois. Mais qui es-tu, toi ? Je songe à venir m'installer ici, dit le gamin, sans répondre à la question de la chouette. Le domaine n'est pas grand-chose maintenant, en comparaison de ce qu'il a été autrefois, dit la chouette. Mais on peut toujours trouver à y vivre. Cela dépend surtout du genre de vie que tu veux mener et de ce que tu manges. Comptes-tu t'adonner à la chasse aux rats ? Dieu m'en garde, fit le gamin. Il y a plus de danger que les rats ne me dévorent, moi. Je ne pourrais certes pas leur faire beaucoup de mal. Ce n'est pas possible qu'il soit si inoffensif qu'il veut bien le faire croire, se dit la chouette. Essayons toujours. Là-dessus, elle s'éleva en l'air, puis fondit sur Niels Holgersson et lui enfonça ses griffes dans les épaules en cherchant du bec à lui crever les yeux. D'un bras, le gamin se couvrit le visage. De l'autre, il essaya de se dégager, en appelant au secours de toutes ses forces. Il se rendait compte qu'il était en péril de mort. Or, précisément l'année où Niels Holgersson voyageait avec les oies sauvages, il y avait une personne qui ne cessait de penser à un livre qu'elle voulait écrire sur la Suède. Un livre de lecture pour les enfants des écoles. Elle y avait pensé de la Noël jusqu'à l'automne, mais elle n'avait pas encore écrit une ligne, et finalement elle était si lasse qu'elle se disait « Tu n'en es pas capable. Assieds-toi à ton bureau, fais des contes et des histoires comme tu as l'habitude d'en faire, et laisse à un autre le soin d'écrire un livre qui soit instructif et sérieux, et où, surtout, il n'y ait pas un mot qui ne soit vrai. » Il était presque entendu qu'elle abandonnerait l'entreprise, quoique avec regret, car elle aurait beaucoup aimé à écrire de belles choses sur la Suède. Elle eut un moment l'idée que son incapacité venait peut-être de ce qu'elle vivait dans une ville et ne voyait autour d'elle que des rues et des murs de maisons. Si elle s'installait à la campagne où elle verrait des forêts et des champs, peut-être le travaillerait-il mieux. Elle était du Värmland et avait l'idée bien arrêtée de commencer son livre par cette province et d'abord de décrire l'endroit où elle avait grandi. C'était un tout petit domaine, assez isolé du reste du monde et où l'on avait gardé beaucoup de coutumes et d'usages anciens. Les enfants aimeraient peut-être entendre raconter les travaux multiples qui, en son enfance, s'y succédaient d'un bout à l'autre de l'année. Elle voulait leur décrire comment on y avait célébré des fêtes. Noël, le jour de l'an, Pâques, la Saint-Jean. Comment était installée la cuisine, les magasins à provisions, les tables et l'écurie, l'air et la maison de bain. Mais sa plume refusait d'obéir. Pourtant, elle se rappelait toutes ces choses aussi nettement que si elle vivait encore dans le domaine. Mais si elle devait aller s'installer à la campagne, pourquoi ne ferait-elle pas une visite à cette vieille maison avant d'écrire ? Elle n'y avait pas été depuis plusieurs années et n'était pas mécontente de trouver un prétexte pour y aller. Au fond, elle avait la nostalgie de cette terre partout où elle était dans le monde. Elle voyait bien d'autres endroits plus beaux, mais elle ne retrouvait nulle part cette sécurité et ce bien-être qu'elle avait connu dans sa maison d'enfance. Cependant, il n'était pas aussi facile d'y retourner qu'on pourrait croire, car le domaine avait été vendu à des gens qu'elle ne connaissait pas. Elle pensait, certes, qu'elle serait bien reçue par eux, mais il lui répugnait d'y venir en étrangère et d'être forcée de soutenir une conversation avec ces inconnus. Elle imagina donc d'y arriver un soir, lorsque tout le monde aurait fini son travail et se tiendrait dans la maison. Elle n'aurait pas cru que ce serait une sensation aussi étrange de rentrer. Pendant que la voiture la portait vers la vieille maison, elle se sentait rajeunir à chaque instant. Bientôt, elle n'était plus une vieille femme aux cheveux déjà grisonnants, mais une gamine en jupe courte, avec, dans le dos, une longue natte de cheveux couleur de lin. En reconnaissant chaque maison le long de la route, elle ne pouvait admettre que là-bas, à la maison, tout ne fut pas comme dans le passé. Père, mère, frères et sœurs l'attendaient sur le perron. La vieille gouvernante accourait à la fenêtre de la cuisine pour la voir. Néron et Freya et 2 ou 3 autres chiens se précipiteraient et gambaderaient autour d'elle.
Plus elle approchait, plus elle se sentait heureuse. On était en automne, et voilà qu'allait s'ouvrir une période de besognes variées. Mais la multitude même de ces besognes était cause qu'on ne s'ennuyait jamais. En route, elle avait vu les gens occupés à arracher les pommes de terre. Sans doute en était-il de même chez elle. Le premier travail qui l'attendrait serait par conséquent de râper les pommes de terre pour en fabriquer de la fécule. L'automne avait été très doux. Elle se demandait si on avait tout récolté dans le jardin. Les choux n'étaient sans doute pas encore coupés. Et le houblon, était-il ramassé? Les pommes étaient-elles cueillies? Peut-être aussi était-ce le grand remue-ménage du nettoyage de la maison avant la foire d'automne, qui était une fête surtout pour les domestiques. Quel plaisir, la veille de la foire, de venir dans la cuisine et de voir le plancher jonché de genévriers hachés menus, les murs reblanchis et les cuivres étincelants sous la corniche du plafond. Mais après la foire, on n'aurait pas de long répit. Il allait falloir se mettre au maquage de lin. Pendant la canicule, on avait étendu le lin à rouir sur un champ. On l'avait ensuite mis dans la vieille étuve et on avait chauffé le grand four pour le sécher. Lorsqu'il serait suffisamment sec, un jour, on réunirait toutes les femmes du voisinage. Elles s'installeraient dehors devant l'étuve et maqueraient le lin. Puis elles le battraient avec des écans pour retirer les fibres fines et blanches des tiges. Les femmes seraient blanches de poussière, mais cela n'arrêterait point la gaieté et le bavardage qui retentiraient comme une tempête autour de l'étuve. La préparation du lin achevée, on avait à assurer la cuisson du pain dur pour l'hiver, la tonte des moutons et le changement des domestiques. En novembre, viendraient les journées fatigantes où l'on abattait le bétail et où l'on faisait les provisions de saucisses, saucissons, petits salés, etc. Et enfin, le coulage des chandelles. La couturière qui faisait des robes avec l'étoffe tissée à la maison viendrait. On avait toujours 2 semaines charmantes où tout le monde était réuni et occupé à la couture. Le cordonnier qui faisait les chaussures de toute la maisonnée travaillait en même temps dans la chambre des valets. On ne se lassait pas de le regarder couper le cuir, poser des semelles et coudre. Mais la grande hâte viendrait vers Noël, à la Sainte-Lucie. La femme de chambre vêtue de blanc, une couronne de verdure et de bougies sur les cheveux, venait éveiller tout le monde à 5 heures du matin en apportant du café. On inaugurait ainsi 2 semaines de préparatifs pendant lesquelles personne ne pouvait compter sur beaucoup de sommeil. Il s'agissait de brasser la bière de Noël, de cuire le pain et les gâteaux de Noël, de faire le grand nettoyage de Noël. La voyageuse en était arrivée là. Elle se voyait entourée de petits fours sur le point d'être enfournés et de bouques de Noël en pain d'épices, lorsque le cocher arrêta les chevaux au commencement de l'allée de Boulot, comme elle le lui avait demandé. Elle sursauta, réveillée brusquement. C'était sinistre de se retrouver seule dans la soirée, déjà avancée, après qu'on s'était vu en rêve entourée de tous les siens. En descendant de la voiture, la visiteuse fut si angoissée par la différence entre le présent et le passé qu'elle aurait voulu retourner sur ses pas. À quoi bon revenir ici? Rien ne peut être comme autrefois, se disait-elle. Mais puisqu'elle y était, elle pourrait tout de même revoir le vieux domaine. Elle continua son chemin, quoique plus triste à chaque pas. Elle avait entendu dire que le domaine était très délabré. Il l'était en effet, mais le soir on n'en voyait rien. Tout lui semblait comme par le passé. Voilà les temps. Dans sa jeunesse, il était plein de carassins que personne n'osait pêcher. Son père désirant qu'on les laissât tranquilles. Devant le corps du logis, la cour était toujours semblable à une chambre close, sans échapper de vue d'aucun côté. Comme du temps de son père qui n'avait pas pu se décider à couper le moindre buisson. Elle s'était arrêtée à l'ombre du grand érable près de la grille d'entrée, regardant tout. Et voilà, chose étrange, qu'un essaim de pigeons vint s'abattre autour d'elle. Elle put à peine se persuader que c'étaient de vrais oiseaux, car les pigeons ne sont pas en mouvement après le coucher du soleil. Ce devait être le beau clair de lune qui les avait éveillés.
Croyant qu'il faisait jour, ils avaient quitté le colombier, s'étaient sentis étourdis, et voyant un être humain, avaient volé vers lui comme pour chercher à se retrouver. Or, il y avait eu une foule de pigeons du temps de ses parents. Les pigeons étaient parmi les animaux que son père avait pris sous sa protection particulière. Il était de mauvaise humeur dès qu'il entendait parler de tuer un pigeon. Elle se sentit très heureuse d'être ainsi reçue par ces beaux oiseaux dans son ancienne maison. Qui lui disait que les pigeons n'étaient pas sortis dans la nuit à cause d'elle, pour lui montrer qu'il se souvenait d'avoir jadis trouvé ici un bon refuge? Ou peut-être son père lui envoyait-il ainsi un petit signe pour qu'elle ne se sentît pas triste et angoissée en revoyant son ancienne demeure. À cette pensée, un regret nostalgique des temps d'autrefois lui fit monter les larmes aux yeux. La bonne vie qu'on avait menée dans cette vieille maison. On avait eu des semaines de labeur, mais on avait eu aussi des fêtes. On avait travaillé et peiné le jour, mais le soir, on s'était réunis autour de la lampe pour lire Tegner et Runeberg, Madame Lenngren et Frédérica Bremer. On avait cultivé du blé, mais aussi des roses et des jasmins. On avait filé le lin, mais des chansons populaires avaient accompagné le rouet. On avait bûché la grammaire et l'histoire, mais on avait aussi joué du théâtre et composé des vers. On s'était brûlé sur le fourneau en faisant la cuisine, mais on avait appris à jouer du clavecin, de la flûte, de la guitare, du violon et du piano. On avait planté des choux, des raves, des petits pois et des haricots dans le potager derrière la maison, mais on avait eu un autre jardin plein de pommes, de poires et de toutes sortes de fruits. On avait vécu isolé, mais à cause de cela même, on avait eu la mémoire pleine de contes et de récits. On avait porté des vêtements tissés à la maison, mais on avait pu vivre sans souci et indépendant. Nulle part au monde, on a su mener une existence aussi douce que dans ces petits domaines seigneuriaux de mon enfance, pensa-t-elle. Il y avait une juste mesure de travail et de plaisir, et c'était la joie tous les jours. Comme j'aimerais y retourner. Depuis que j'ai revu mon ancien foyer, il m'est impossible de le quitter. Puis, s'adressant à l'essaim de pigeons, « Ne voulez-vous pas, dit-elle, aller dire à mon père que j'ai la nostalgie de la maison? J'ai assez longtemps été ballottée d'un endroit à un autre. Demandez-lui s'il ne peut faire que je retourne bientôt à ma maison d'enfance. » À peine eut-elle achevé ces mots, que tout l'essaim de pigeons s'éleva dans l'air et s'envola. Elle essaya de le suivre des yeux, mais il disparut très vite. On eût dit que toute la claire volée s'était évaporée dans l'air scintillant. Les pigeons venaient justement de s'enfuir lorsqu'elle entendit dans le jardin des cris perçants. Elle accourut et vit quelque chose d'extraordinaire. Un petit bonhomme, guère plus haut qu'un revers de main, se débattait contre une chouette. Au premier abord, sa stupeur la cloua sur place, mais les cris du petit poussé se faisant de plus en plus plaintifs, elle intervint et sépara les combattants. La chouette s'envola sur un arbre, mais le petit bonhomme demeura avec elle. « Je vous remercie de m'avoir secouru, dit-il, mais vous avez eu tort de laisser échapper la chouette, car elle me guette maintenant, de la branche là-haut, et m'empêche de partir. » « Certainement, j'ai été une étourdie de la laisser s'envoler, avoua-t-elle. Mais ne pourrais-je pas t'accompagner jusqu'à l'endroit où tu demeures ? Tout habituée qu'elle fût à composer des contes de fées, elle n'en était pas moins assez étonnée de se trouver ainsi en conversation avec un tomte. Cependant, elle était peut-être moins surprise qu'on ne pourrait le croire. Ne s'était-elle pas attendue tout le temps à quelque aventure extraordinaire en parcourant sous le clair de lune les allées de son ancienne maison ? « C'est que j'avais l'intention de passer ici toute la nuit, dit le petit homme. Si vous pouviez me montrer un abri sûr pour la nuit, je ne retournerais dans la forêt qu'au lever du jour. » « Te montrer un abri ? Tu n'habites donc pas ici ? » ?»« Je comprends que vous me prenez pour un tomte, dit le petit homme, mais je suis un être humain, comme vous. Seulement, j'ai été changé en tomte. Voilà la chose la plus extraordinaire que j'ai jamais entendue. Ne voudrais-tu pas me raconter comment cela t'est arrivé ? Le gamin n'était pas fâché de confier à quelqu'un ses aventures. À mesure qu'il racontait, son interlocutrice était de plus en plus ébahie, émerveillée et contente.
Quelle chance étonnante de rencontrer quelqu'un qui a parcouru toute la Suède sur le dos d'une oie, se disait-elle. Je n'ai qu'à écrire son histoire pour faire ce livre qui m'a tant préoccupée. Comme j'ai bien fait de revenir à la maison. J'ai été aidée dès mon retour. En ce moment, une idée lui traversa la tête, qu'elle osa à peine formuler. Elle avait envoyé avec les pigeons un message à son père pour lui dire qu'elle avait la nostalgie de la maison. Et l'instant d'après, elle s'était vue aidée pour une affaire qui lui avait donné tant de soucis. Serait-ce là une réponse de son père à ce qu'elle avait demandé ? Chapitre 35. En route vers la mer. Vendredi 7 octobre. Depuis le commencement du voyage, les oies avaient volé droit vers le sud, mais en quittant la vallée du Friken, elles prirent une autre direction, et par le Värmland occidental et le Dalsland, elles se dirigèrent vers le Bohuslän. Ce fut un long voyage. Les oiseaux avaient eu assez d'exercice pour ne plus se plaindre de la fatigue, et Niels reprenait un peu de son ancienne bonne humeur. D'avoir parlé à un être humain, il se sentait tout ragaillardi. La dame lui avait dit que sûrement, en continuant de rendre service à tous ceux qu'il rencontrait, il n'était pas possible que son aventure ne finît bien. Certes, elle ne pouvait lui prédire comment il retrouverait sa vraie taille, mais elle lui avait rendu un peu de confiance et de courage. Il ne songeait maintenant qu'au moyen de dissuader le Jar blanc de l'idée de retourner à Vemmenhög. « Sais-tu, Jar, dit-il une fois, pendant qu'il nageait dans l'air, je crois que ce sera bien monotone pour nous de rester à la maison tout l'hiver. Je suis en train de me dire que nous ne ferions peut-être pas mal d'accompagner les oies sauvages à l'étranger. »« Tu ne parles pas sérieusement, je pense » s'écria le Jar tout effrayé. Car maintenant qu'il avait montré qu'il était capable de suivre les oies jusqu'en Laponie, il ne demandait pas mieux que de réintégrer son box dans l'étable du fermier Holger Nilsson. Le gamin se tut, regardant le paysage où tous les bois de bouleaux, les bouquets d'arbres et les jardins avaient arboré les couleurs rouges et jaunes de l'automne et où les lacs s'allongeaient, bleu clair, entre les rives jaunes. « Je crois que je n'ai jamais vu la terre aussi jolie qu'aujourd'hui, » reprit-il après un moment de silence. « Ne penses-tu pas que ce serait dommage de s'enfermer à Vemmenhög, à ne plus rien voir du monde ? » « Je croyais que tu avais hâte de retrouver ton père et ta mère, et de leur montrer quel bon et brave garçon tu es devenu, » dit le Jar. Tout l'été, il n'avait fait que rêver du fier moment où il s'abattrait dans la courette devant la maison de Holger Nilsson, et où il montrerait Fine Duvette et les 6 oisons aux oies domestiques, aux poules, aux vaches, aux chats et à la mère Nilsson elle-même. Aussi, la proposition de Niels ne lui sourit-elle que médiocrement. Les oies sauvages firent plusieurs fois halte. Partout, elles trouvaient de bons champs de chaume qu'elles ne quittaient qu'à regret. Ce ne fut donc que vers le soir qu'elles se trouvèrent au-dessus du Dalsland. Ici, c'était presque plus beau qu'en Värmland. Les lacs étaient si nombreux que la terre formait comme des bandes étroites et élevées entre eux. Il n'y avait pas beaucoup de place pour des champs, mais les arbres par contre y trouvaient un paradis, et les rives paraissaient de beaux parcs. C'était comme si quelque chose dans l'air ou dans l'eau eût retenu la lumière du soleil, alors que l'astre lui-même était descendu derrière les collines. Des raies d'or jouaient sur les eaux sombres et polies, et au-dessus de la terre tremblait une lueur claire, rose pâle, d'où émergeaient des bouleaux d'un or léger, des trembles rouges vifs et des sorbiers jaune-rouge. « Mais ne trouves-tu pas, Jar Martin, que ce sera triste de ne plus voir de si belles choses ?» demanda-t-il. « Je préfère de beaucoup les champs gras de notre plaine scanienne à ces maigres collines pierreuses, » répondit le Jar. « Mais tu comprends bien que si tu tiens absolument à poursuivre le voyage, je ne t'abandonnerai pas. »« J'espérais de toi cette bonne réponse, » dit Niels, et le ton dont il disait ces mots montrait qu'il se sentait soulagé d'un poids lourd. Les oies sauvages passèrent au-dessus du Bohuslän avec la plus grande rapidité possible. Le Jar blanc haletait en les suivant.
Le soleil était à l'horizon et disparaissait par moments derrière une colline. Soudain, on aperçut à l'ouest une raie lumineuse qui s'élargissait à chaque coup d'aile. C'était la mer, qui s'étendait devant eux, laiteuse, irisée tour à tour de reflets roses et de reflets azur. Et lorsqu'on eut doublé les rochers de la côte, on revit encore une fois le soleil suspendu, énorme et rouge, au-dessus des flots où il allait plonger. En découvrant la mer libre et le soleil du soir, pourpre, d'un éclat si doux qu'on pouvait le fixer, Niels se sentit une grande paix et une grande sécurité entrer dans son âme. « Pourquoi s'affliger, Niels Holgersson ?» disait le soleil. « Il est bon de vivre dans ce monde, et pour les grands et pour les petits. C'est aussi une belle chose que d'être libre et sans souci, et d'avoir tout l'espace ouvert devant soi. » Les oies s'étaient posées pour dormir sur un petit écueil devant la ville de Fjällbacka. Comme minuit approchait et que la lune était montée très haut dans le ciel, la vieille Akka alla éveiller Iksi et Kaksi, Kolm et Nelia, Visi et Kuusi. Elle finit par pousser du bec poussé. « Qu'y a-t-il, mère Akka ?» s'écria-t-il en sautant sur ses pieds. Niels se vit tout à coup, à côté de lui, quelque chose qu'il prit d'abord pour une haute pierre pointue. Il comprit vite son erreur et s'aperçut que c'était un gros oiseau de proie. Il reconnut Gorgo, l'aigle. Évidemment, lui et Akka s'étaient fixé un rendez-vous, car personne ne manifesta la moindre surprise. « Voilà ce qui s'appelle être exact, » dit Akka en le saluant. « J'arrive, » répondit Gorgo, « mais j'ai bien peur que seule mon exactitude ne mérite vos éloges. J'ai très mal réussi la commission que vous m'aviez confiée. Je suis bien sûre que tu as fait plus que tu ne dis. Je n'ai point eu de chance. J'ai eu vite fait, certes, de trouver la ferme de Holger Nilsson, après avoir plané quelques heures au-dessus de la maison. J'ai aperçu le tomte. Je fondis sur lui et l'emportai dans un champ pour mieux causer avec lui. Je lui dis que je venais de la part d'Aka de Kebnekaise pour le prier de faire à Niels Holgersson des conditions moins dures. « Je le voudrais, répondit-il, car j'ai appris qu'il s'est fort bien conduit en voyage. Mais ce n'est pas en mon pouvoir. Je me suis fâchée et je l'ai menacé de lui crever les yeux s'il ne se rendait pas. Fais de moi ce que tu voudras, a-t-il repris. Il n'en sera pas moins pour Niels Holgersson, comme je l'ai dit. Mais tu devrais l'avertir qu'il ferait bien de revenir avec son jar, car les affaires vont mal ici. Holger Nilsson s'était porté garant pour son frère et a dû payer une grosse somme. Puis il a acheté un cheval avec de l'argent emprunté, mais le cheval est tombé boiteux dès le premier jour et depuis, il n'en tire aucun profit. Dis donc à Niels Holgersson que ses parents ont déjà dû vendre leurs vaches et qu'ils seront peut-être forcés de quitter la ferme si personne ne leur vient en aide. » En entendant ce récit, Niels fronça les sourcils et ses poings se serrèrent si fort que les articulations des doigts en étaient blanches. « Il a agi cruellement, le tomte, dit-il, en fixant une condition telle qu'il m'est impossible de retourner aider mes parents. Mais il ne fera pas de moi un traître qui trompe son ami. Père et mère sont des gens honnêtes, et je sais qu'ils aimeraient mieux se passer de mon secours que de me voir revenir avec une mauvaise conscience. » Chapitre 36. Le retour à Vemmenhög. Akka conduisit les oies sauvages vers la plaine scanienne. À perte de vue, c'étaient de vastes champs de blé et de betteraves, des fermes basses entourant de larges cours, une infinité de petites églises blanches, de vilaines usines à sucre grises, des bourgs pareils à des petites villes autour des gares. Il y avait des tourbières, des mines de houille avec de hauts amoncellements de charbon, des routes qui couraient entre des rangées de saules étêtés, des chemins de fer qui se croisaient et formaient un réseau aux mailles serrées, des petits lacs entourés de bouquets de hêtres brillaient çà et là, flanqués de châteaux. « Regardez maintenant, regardez bien !» cria l'oie guide. « Voilà ce que vous verrez à l'étranger, depuis la côte de la Baltique jusqu'aux Alpes que je n'ai jamais franchies. » Lorsque les oiseaux eurent regardé la plaine, Akka les mena à la côte du Sund. De basses prairies y descendaient doucement jusqu'à l'eau. De longues bandes de varechs noircies, rejetées par les vagues, forment une bordure zigzagante. À quelques endroits, il y avait des collines et des champs de sable mouvant.
Les hameaux de pêcheurs rangeaient sur la rive leurs maisonnettes de briques toutes pareilles, avec un petit phare au bout d'une jetée, et partout, des filets suspendus à sécher. « Regardez en bas !» cria Akka. « Voilà comment sont les côtes de l'étranger !» Enfin, les oies passèrent au-dessus de quelques villes. Une masse de cheminées d'usines, des rues encaissées entre de hautes maisons noircies de fumée, de grands et beaux jardins publics, des ports remplis de navires, parfois d'anciennes fortifications, des châteaux et de vieilles églises. « Voilà comment sont les villes de l'étranger, bien que beaucoup plus grandes, disait Akka, mais celles-ci pourront bien un jour devenir grandes aussi. Après ses tours sur la plaine, Akka descendit avec sa bande dans un marais du canton de Vemmenhög. Niels ne put s'empêcher de se demander si ce jour-là, elle n'avait pas fait tous ses coudes et ses cercles au-dessus de la Scanie pour lui montrer que son pays pouvait se comparer à n'importe quelle autre terre de l'étranger. Il se dit qu'elle s'était donné cette peine bien gratuitement. Il ne songeait pas à se demander si son pays était riche ou pauvre. Depuis qu'il avait aperçu les premiers saules en bordure des routes, la première maison basse à colombage, le mal du pays l'avait repris. Chez Holger Nilsson. Le temps était gris et brumeux. Les oies sauvages faisaient la sieste, quand tout à coup, Akka vint à Niels. « Le temps semble être au calme, dit-elle, et je pense que demain nous traverserons la Baltique. »« Bon, dit Niels. Il ne put rien ajouter, tant sa gorge se serrait. Il avait espéré, malgré tout, qu'il serait délivré de l'enchantement, pendant qu'on était encore en Scanie. « Nous sommes assez près de Vemmenhög maintenant, poursuivit Akka. J'ai pensé que tu aimerais peut-être faire une visite à ta maison en passant. Ensuite, tu ne verras pas de sitôt ta famille. »« Il vaut peut-être mieux que je n'y aille pas, répondit Niels, mais le ton de sa voix disait combien la proposition lui souriait. Akka répondit : « Tu dois aller voir comment on va chez toi. Qui sait si tu ne pourras pas les aider, si petit que tu sois. »« Vous avez raison, mère Akka, j'aurais dû y penser avant, répondit Niels très excité. L'instant d'après, ils étaient, lui et Akka, en route pour la ferme de Holger Nilsson. Ils descendirent à l'abri du mur en pierre sèche qui entourait la ferme. « C'est étrange, comme tout ici est demeuré pareil, dit Niels en grimpant sur le mur. Il me semble que c'est hier qu'assis ici, je vous ai vu venir. »« Sais-tu si ton père a un fusil ?» demanda tout à coup Akka. « Mais oui, dit Niels, c'est à cause de ce fusil que j'ai voulu rester à la maison, ce dimanche-là. Alors je n'ose pas t'attendre ici. Il vaut mieux que tu viennes nous rejoindre au cap de Smygehuk demain matin. Tu pourras passer la nuit ici. »« Oh non, ne partez pas, mère Akka !» s'écria Niels en sautant du mur. Il ne savait pourquoi, mais il avait le sentiment que quelque chose leur arriverait, à lui ou aux oies, et qu'ils ne se retrouveraient plus. « Vous voyez bien que je suis triste de ne pas pouvoir retrouver ma taille normale, continua-t-il. Mais je veux que vous le sachiez. Je ne regrette pas de vous avoir suivi le printemps dernier. J'aimerais mieux ne jamais redevenir un homme que de n'avoir pas fait ce voyage. » Akka aspira longuement l'air avant de répondre. « Il y a une chose dont j'ai souvent voulu te parler, commença-t-elle. Ça ne presse pas, puisque tu ne reviens pas parmi les tiens pour y rester, mais j'aime autant te le dire maintenant. Voici. Si vraiment tu penses que tu as appris quelque chose de bon parmi nous, tu n'es peut-être pas d'avis que les hommes doivent être seuls sur la terre. Pense donc, quel grand pays vous avez. Ne pourriez-vous pas nous laisser quelques rochers nus sur la côte, quelques lacs qui ne sont pas navigables et des marais, quelques fiels déserts et quelques forêts éloignées où nous autres pauvres bêtes, nous serions tranquilles. Toute ma vie j'ai été chassée et poursuivie. Comme il serait bon de savoir qu'il y a quelque part un refuge pour une créature comme moi. » « Certainement. Je serais content de pouvoir vous venir en aide, dit le gamin. Mais je n'aurai jamais beaucoup à dire parmi les hommes. Enfin, mais voilà que nous restons là à bavarder, comme si nous ne devions jamais plus nous revoir, interrompit Akka. Et pourtant, nous nous reverrons demain.
Au revoir donc. Elle leva les ailes pour partir, mais revint encore une fois, le caressa doucement du bec et s'envola enfin. C'était au milieu du jour, mais personne ne remuait dans la ferme. Niels put donc aller où il voulait. Il courut rapidement à l'étable, sachant que les vaches seraient le mieux le renseigner. L'étable présentait un triste aspect. Au lieu des 3 belles bêtes qui au printemps l'avaient habitée, il n'y en avait plus qu'une. C'était Rose de Mai. Regrettant ses camarades, elle penchait la tête et ne touchait presque pas à son fourrage. « Bonjour, Rose de Mai !» s'écria Niels, et il courut sans crainte jusqu'à elle. « Comment vont le père et la mère? Comment vont les oies et les poules et le chat? Où sont donc tes camarades, Lys d'or et Étoile ?» En reconnaissant la voix du gamin, la vache tressaillit, puis elle baissa la tête, comme pour lui porter un coup de corne. Mais l'âge avait assagi ses mouvements, et elle se donna d'abord le temps d'observer Niels Holgersson. Il était aussi petit qu'en partant, et il était vêtu de la même façon, mais pourtant, il semblait tout autre. Ce Niels Holgersson, qui était parti au printemps, avait la démarche lourde et traînante et les yeux endormis. Celui qui revenait était alerte et souple, il parlait vivement, ses yeux brillaient et étincelaient. Il avait la tenue si droite et si ferme qu'il inspirait du respect, tout petit qu'il était. « Meuh !» mugit Rose de Mai. « On m'avait bien dit qu'il était changé. Je n'ai pas voulu le croire. Sois le bienvenu, Niels Holgersson. Sois le bienvenu à la maison. Voici le premier moment de joie que j'ai depuis je ne sais combien de temps. »« Je te remercie, Rose de Mai, » dit Niels, le cœur réchauffé par cet accueil. « Donne-moi maintenant des nouvelles de mes parents. » Ils n'ont eu que des chagrins depuis ton départ. La pire histoire est celle du cheval, qui a coûté tant d'argent et qui tout l'été a été là, sans pouvoir rien faire que manger. Ton père ne veut pas le tuer, mais personne ne veut l'acheter. C'est à cause de lui qu'on a dû vendre mes 2 compagnes, Étoile et Lys d'or. Il y avait autre chose que Niels se brûlait du désir d'apprendre, mais il était trop embarrassé pour en parler directement. Il demanda donc. « Ma mère a été très ennuyée, je pense, en voyant que le jarre blanc s'était envolé. » Je ne crois pas qu'elle aurait eu tant de chagrin à cause du jarre, si seulement elle avait su comment il avait disparu. Maintenant, elle se plaint surtout de ce que son propre fils, en se sauvant de la maison, ait emporté le jarre. « Ah, elle croit que je l'ai volé ?» demanda Niels. « Que veux-tu qu'elle croie ? Père et mère s'imaginent donc que j'ai couru le pays comme un mendiant cet été ? Ils t'ont regretté, avec la douleur qu'on ressent lorsqu'on perd ce qu'on a de plus cher au monde. » Niels sortit vivement de l'étable. Il se rendit à l'écurie, qui était toute petite, mais propre et bien entretenue. On voyait que Holger Nilsson l'avait bien installée pour que le nouveau venu s'y plût. Il y avait là un grand et beau cheval qui luisait littéralement de santé. « Bonjour !» salua Niels. « J'ai entendu dire qu'il y avait un cheval malade par ici. Ce n'est pas possible que ce soit toi. Tu as l'air si bien portant. » Le cheval tourna la tête vers le gamin et le regarda longuement. « Est-ce toi, le fils de la maison ?» dit-il. « J'ai entendu dire beaucoup de mal de toi. Mais tu as l'air si gentil. Je ne te prendrais jamais pour Niels si je n'avais entendu dire qu'il a été changé en tomte. Je sais que j'ai laissé un mauvais souvenir derrière moi, dit Niels Holgersson. Ma propre mère croit que je suis parti comme un voleur. Je ne compte pas rester longtemps ici, mais j'ai voulu savoir ce que tu avais. »« C'est dommage que tu ne restes pas, dit le cheval. Je sens que nous serions devenus amis. Pour moi, je souffre d'une bagatelle. Une pointe de couteau ou un autre objet pointu m'est entré dans le pied. Cette pointe est si bien cachée que le docteur n'a pu la trouver, mais elle me fait beaucoup de mal et m'empêche de marcher. Si tu pouvais avertir Holger Nilsson de ce que j'ai, je crois bien qu'il pourrait me guérir. Je serais content d'être utile. J'ai tout à fait honte de rester oisif. »« Tant mieux. Je suis content que tu n'aies pas de vraie maladie, » répondit Niels. « Nous tâcherons de te guérir. Permets que je fasse quelques marques sur ton sabot avec mon canif. » Niels en finissait à peine avec le cheval lorsqu'il entendit des voix dans la cour. C'étaient ses parents qui rentraient. On voyait qu'ils étaient lourds de soucis. La mère avait beaucoup plus de rides
et les cheveux du père avaient grisonné. La mère était en train de persuader au père qu'il fallait emprunter de l'argent à son beau-frère. « Non, non, je n'emprunterai plus d'argent, » disait le père, en passant devant la porte entrebâillée de l'écurie. « Rien n'est plus terrible que d'être endetté. Il vaut mieux vendre la maison. »« Je ne dirai rien contre ce projet, » répondit la mère, « s'il n'y avait pas le gamin. Que ferait-il s'il revenait un jour, pauvre et misérable, et qu'il ne nous trouva pas ici ?»« C'est triste, certainement, » répondit le père, « mais il faudrait demander à ceux qui achèteront la ferme de l'accueillir avec douceur et de lui dire qu'il est toujours attendu et bienvenu chez nous. Car nous ne lui dirons pas un mot de reproche. C'est entendu, n'est-ce pas ? Certainement. Ah, si seulement il était là, et que je n'eusse pas à me dire qu'il a froid et faim sur les routes. » Niels n'entendit pas davantage de leur conversation, car ils entrèrent dans la maison. Il aurait voulu courir après eux, mais ne serait-il pas encore plus chagriné de le retrouver tel qu'il était ? Pendant qu'il hésitait encore, une voiture s'arrêta à la grille. Niels faillit pousser un cri d'étonnement en voyant descendre 2 personnes qui ne pouvaient être qu'Asa et son père. Ils montèrent vers la maison, la main dans la main, graves et recueillis, avec une belle lumière de bonheur dans les yeux. Arrivé à mi-chemin, Asa arrêta son père. « C'est entendu, n'est-ce pas, père ? Nous ne dirons rien de ce tonte qui ressemble tant à Niels, du petit sabot, ni des oies. »« Certainement non, » répondit John à Sarson. « Je dirai seulement que leur fils t'a aidé plusieurs fois pendant que tu me cherchais à travers le pays, et que nous sommes venus leur demander si nous ne pouvions en revanche leur rendre quelques services. Maintenant que je suis un homme aisé, riche même, à cause de la mine que j'ai trouvée là-bas. » Ils entrèrent dans la maison, et Niels aurait donné beaucoup pour entendre la conversation. Mais il n'osait se montrer dans la cour. Lorsque Asa et son père ressortirent, le père et la mère les accompagnaient. Ils semblaient ranimés d'une nouvelle vie. Lorsque les visiteurs furent partis, la mère et le père restèrent un moment à la grille, regardant s'éloigner la voiture. « Je ne veux plus être triste, père, puisque nous avons entendu tant de bien de Niels, » s'écria la mère. « Ils n'ont pas dit beaucoup de choses, en somme, » dit le père songeur. « Ça ne te suffit pas ? Qu'ils soient venus ici exprès pour nous proposer leur service en remerciement de ce que Niels leur a rendu ? Je trouve même que tu aurais pu accepter leur offre. » « Non, 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 la mère. Nous n'accepterons de l'argent de personne, ni en prêt, ni en cadeau. Je veux d'abord me débarrasser de mes dettes. Nous nous relèverons bien. Nous ne sommes pas encore décrépits, j'espère, hein ? » Le père rit en prononçant ces mots. « On dirait que tu te réjouis de te défaire de cette terre où tu as mis tant de travail, » dit la mère d'un ton de reproche. « Tu ne comprends donc pas pourquoi je ris ?» dit le père. « C'est cette idée que Niels s'était perdu qui m'a ôté les forces, vois-tu. Maintenant que je sais qu'il vit et qu'il promet de devenir un homme honnête, tu verras que Holger Nilsson est encore capable de travailler. » La mère rentra dans la maison et Niels dut rapidement se cacher dans un coin car le père se dirigeait vers l'écurie. Il alla auprès du cheval et s'empara encore une fois du pied boiteux pour chercher où était le mal. « Qu'est-ce qu'il y a donc là ?» s'écria-t-il en voyant quelques lettres gravées sur le sabot. « Retire le fer du pied » lut-il avec stupeur. Néanmoins, il se mit à examiner le sabot. « Je crois, ma foi, qu'il y a quelque chose de pointu, » murmura-t-il. Pendant que le père s'occupait du cheval et que Niels restait immobile dans son coin, une nouvelle visite arriva. Le Jar blanc, se sachant si près de son ancienne demeure, n'avait pu résister au désir de montrer sa femme et ses enfants à ses anciens camarades, et il était parti avec Fine-Duvette et les 6 oisons. Il n'y avait personne dans la cour lorsqu'ils arrivèrent chez Holger Nilsson. Le Jar descendit tranquillement avec sa famille et montra à Fine-Duvette les splendeurs de son installation d'oie domestique. Après avoir fait les honneurs de la cour, il s'aperçut que la porte de l'étable était restée entr'ouverte. « Venez voir !» cria-t-il. « Venez voir où je logeais jadis. C'est autre chose que de séjourner dans les marais et les tourbières, comme nous faisons maintenant. »
Le jar se tenait sur le seuil de l'étable. « Il n'y a personne ici, appela-t-il. Viens, fine duvette, viens voir le box aux oies. N'aie pas peur, il n'y a aucun danger. » Là-dessus, le jar, fine duvette et les 6 oisons entrèrent dans le box aux oies pour contempler le luxe au milieu duquel le grand jar blanc avait vécu autrefois, avant de se joindre aux oies sauvages. Voilà comment c'était. Là était ma place, et là était l'auge, toujours remplie d'avoine et d'eau. Attendez donc, je crois qu'il y en a encore un peu. Le jar blanc se précipita et se mit à manger goulûment. Cependant, fine duvette s'inquiétait. « Sortons vite !» suppliait-elle. « Encore quelques grains !» Au même moment, il poussa un cri et se précipita vers la sortie. Trop tard, la porte se refermait en claquant et la maîtresse poussait le verrou. Les voilà pris. Le père venait de retirer un morceau de fer pointu du pied de son cheval et caressait la bête avec bonheur, lorsque la mère arriva, tout essoufflée. « Viens donc, père, viens voir la belle prise que j'ai faite !» cria-t-elle. « Attends un moment et regarde d'abord ici. J'ai découvert ce qui blessait le cheval. »« Je crois que la chance va nous revenir, » dit la mère. « Figure-toi que le grand jar qui disparut le printemps dernier est revenu avec 7 oies sauvages. Il a dû suivre une bande d'oies sauvages. Ils sont allés tout droit dans l'étable, à leur place, et je les ai enfermés. »« C'est étrange, » dit Holger Nilsson. « Ce qui me fait le plus plaisir, c'est que nous ne pouvons plus soupçonner Nils d'avoir emporté le jar en partant. »« En effet, mais j'ai bien peur que nous ne soyons obligés de les tuer dès ce soir. C'est la Saint-Martin dans quelques jours. Il faudra nous dépêcher d'aller les vendre à la ville. »« Il serait bien dommage de tuer le jar, puisqu'il est revenu en si bonne compagnie, » objecta Holger Nilsson. « Si les temps étaient moins durs, on le laisserait bien vivre. Mais puisque nous ne resterons probablement pas ici, que ferions-nous des oies ? » ?»« C'est vrai. Viens donc m'aider à les porter dans la cuisine, » dit la mère. Ils partirent. Quelques instants plus tard, Nils vit son père sortir de l'étable, le jar sous un bras et fine duvette sous l'autre. Le jar criait comme toujours lorsqu'il était en danger. « Au secours, poussez ! Au secours !» Nils l'entendit très bien. Il ne bougea pourtant pas de la porte de l'écurie. Ce n'est pas qu'il se dit un seul instant que ce serait très bien pour lui si l'on tuait le jar blanc. Il ne se rappelait même pas en ce moment la condition du tomte. Ce qui le retenait, c'est que, pour sauver le jar, il faudrait se montrer tel qu'il était à ses parents, et cela lui répugnait beaucoup. « Ils ne sont déjà pas bien heureux, » se dit-il. « Faut-il que je leur fasse encore ce chagrin ?» Mais lorsque la porte se referma sur le jar, Nils oublia ses hésitations. Il traversa la cour aussi vite qu'il put et entra dans le vestibule. Il quitta ses sabots par vieille habitude et s'approcha de la porte. De nouveau, il s'arrêta. « C'est le jar blanc qui est en danger, » se dit-il. « Lui, qui a été ton meilleur ami depuis que tu as quitté cette demeure. » À cet instant, il revit brusquement tous les dangers que lui et le jar avaient affrontés ensemble, sur les lacs gelés et la mer tempétueuse, et parmi les féroces bêtes de proie. Son cœur se gonfla de reconnaissance et d'affection, et il frappa à la porte. « Qui est là ?» demanda le père en ouvrant. « Mère, mère, ne fais pas de mal au jar !» cria Nils en entrant comme une trombe. Le jar et fine duvette, qui reposaient liés sur un banc, poussèrent un cri de joie en entendant sa voix. Mais celle qui poussa le cri de joie le plus fort, ce fut la mère. « Oh Nils, Nils, comme tu es devenu grand et beau !» cria-t-elle. Le gamin s'était arrêté sur le seuil, comme incertain de l'accueil qu'on lui ferait. « Dieu soit loué, qui t'a ramené auprès de moi, » dit la mère. « Viens, viens !»« Sois le bienvenu, fils, » dit le père, sans pouvoir proférer un mot de plus. Nils hésitait encore sur le seuil. Il ne comprenait pas leur joie, mais la mère s'était élancée vers lui et lui avait jeté les bras autour du cou. Alors, Nils comprit ce qui était arrivé. « Père, mère, je suis redevenu grand, je suis redevenu un homme !» cria-t-il.
Les adieux de Niels aux oies sauvages. Mercredi 9 novembre. Niels se leva avant l'aube le lendemain matin et se rendit vers la côte. Lorsque le jour commença à poindre, il était au rendez-vous fixé par Akka, un peu à l'est du hameau de Smyge. Il était seul. Avant de partir, il était entré dans l'étable chez le Jarre Blanc pour essayer de l'éveiller. Mais celui-ci n'avait pas dit un mot, avait de nouveau fourré sa tête sous son aile et s'était rendormi. Le jour promettait d'être très beau, presque aussi beau que ce jour de printemps où les oies sauvages étaient venues. La mer s'étendait, vaste et immobile. L'air était calme et Niels songeait au beau voyage que feraient ses amis. Il était encore dans une espèce de demi-rêve. Tantôt il se croyait tonte, tantôt il était le vrai Niels Holgersson. Apercevant une clôture sur son chemin, il avait peur de continuer, avant de s'être persuadé qu'il n'y avait pas d'animal dangereux caché derrière. Puis il riait, heureux de se rappeler qu'il était grand et fort et n'avait pas besoin d'avoir peur. Arrivé au bord de la mer, il se posta sur la grève pour que les oies le vissent bien. C'était un jour de migration. À chaque instant, des notes d'appel et de ralliement se faisaient entendre. Il sourit en se disant que personne ne savait aussi bien que lui ce que les oiseaux se criaient les uns aux autres. Des bandes d'oies sauvages passaient. Pourvu que ce ne soient pas les miens qui s'envolent sans me dire adieu, pensa-t-il. Il aurait tant voulu leur raconter comment il était redevenu un homme. Une bande s'approcha, volant plus vite et criant plus fort que les autres. Quelque chose lui disait que c'était celle-là, mais il ne la reconnaissait pas aussi sûrement qu'il l'aurait fait la veille. Les oies ralentirent leur vol et louvoyèrent au-dessus de la grève. Niels comprit que c'étaient ses compagnons de voyage. Mais pourquoi ne descendaient-ils pas ? Il ne pouvait pas ne pas le voir. Il essaya de lancer un appel, mais sa langue refusa d'obéir. Il ne put articuler la note juste. Il entendit Akka appeler dans l'air, mais il ne comprit pas ce qu'elle criait. « C'est étrange, se dit-il. Les oies sauvages ont-elles donc changé de langage ?» Il agita son bonnet en l'air et courut le long de la grève, criant « Me voici! Où es-tu » Cela ne sembla avoir d'autre effet que d'effrayer les oies. Elles s'élevèrent plus haut et s'éloignèrent de la côte. Alors, enfin, il comprit. Les oies ignoraient qu'il était redevenu homme. Elles ne le reconnaissaient plus. Il ne put les rappeler, car les hommes ne savent pas parler la langue des oiseaux. Il ne savait plus ni la parler, ni la comprendre. Bien que Niels fût heureux d'être délivré de l'enchantement, il trouva amer de se séparer ainsi de ses amis, les oies. Il s'assit sur le sable et se couvrit le visage de ses mains. À quoi bon les regarder partir ? Mais tout à coup, il entendit un bruissement d'ailes. La vieille mère Akka n'avait pu se résoudre à quitter ainsi son poussé, et elle était revenue en arrière. Maintenant que Niels se tenait immobile, elle osa approcher. Sans doute avait-elle compris soudain qui c'était. Elle descendit sur le cap près de lui. Niels poussa un cri de joie et la serra dans ses bras. Les autres oies s'approchèrent alors et le caressèrent du bec. Elle caquetait et bavardait et le félicitait. Niels aussi leur parla, les remerciant du beau voyage qu'il avait fait avec elle. Brusquement, les oies sauvages se turent, le regardèrent d'un regard étrange et s'écartèrent. Elles semblaient tout à coup avoir compris ce qu'il y avait de changé et se dire « Il est redevenu un homme, il ne nous comprend pas, et nous ne le comprenons pas non plus. » Alors Niels se leva et alla à Akka. Il l'embrassa et la caressa. Puis il alla à Iksi et Kaksi, Kolm et Nelia, Visi et Kuusi, toutes les vieilles oies de la bande, et les embrassa également. Ensuite, il les quitta vivement, en remontant la grève pour rentrer chez lui. Il savait que le chagrin des oiseaux ne dure jamais longtemps, et il voulait se séparer de ses amis, pendant qu'il regrettait encore de le perdre. Lorsqu'il fut arrivé au haut de la dune, il se retourna et regarda tous les groupes d'oiseaux qui se préparaient à traverser la mer. Tous criaient leurs appels. Seule une bande d'oies sauvages volait en silence, tant qu'il put la suivre des yeux.
Mais leur triangle était en ordre parfait. Les intervalles étaient bien respectés, la vitesse bonne et les coups d'aile vigoureux et égaux. Niels sentit un tel élan de regret qu'il eût presque souhaité redevenir le poussé qui pouvait voyager au-dessus de la terre et de la mer avec une bande d'oies sauvages. Fin du merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. Bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain et sur ce dernier, ou si vous voulez écouter la semaine prochaine les chapitres manquants qui sont absents de la version numérique, l'avant-avant-dernier, oui, vlog lecture sur le merveilleux voyage. On a lu 4 chapitres, donc c'était un petit peu long, là je me rends compte, mais donc j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. On a lu donc Bataki, le corbeau, qui commence un peu à raconter des histoires à Niels sur à la fois qu'il y a une troisième solution, par exemple. Donc il a raconté 3 histoires sur à chaque fois il y a une troisième solution. Mais il dit quand même que la solution pour que Niels redevienne humain et ne soit plus un tonte, c'est le sacrifice du jar. Donc ça me fait penser en fait à des divinités assez chaotiques du genre Loki, où il y en a plein des comme ça, les décepteurs en fait, complètement. Ceux qui ne sont ni bons ni mauvais, mais profondément chaotiques, qui peuvent filer un coup de main ou provoquer une catastrophe, mais en fait des divinités ou des entités où il vaut peut-être mieux pas trop les prier, on sait jamais ce qui risque de nous tomber sur le coin de la tête. On a vu ensuite un petit domaine qui était le chapitre 34 où là, eh bien là, on a eu l'entrée de Selma Lagerlöf dans son livre et je me demande si on n'avait pas eu ça aussi au début du roman. J'ai trouvé ça très touchant qu'elle se présente en fait et qu'elle parle de son propre retour à la maison qui laisse aussi présager le retour à la maison de Niels. Et j'ai vraiment trouvé ça très très mignon. Tout le côté un petit peu répétitif sur la manière dont elle vivait en fait dans un endroit qui était isolé, tout ce qui rythmait la vie dans l'année, tous les petits rituels, les travaux, etc. Le côté tous ensemble, j'ai trouvé ça super touchant. Je trouvais ça... Puis qu'il se raconte, que Niels lui raconte son histoire. J'ai vraiment aimé. L'avant-dernier chapitre, c'était le retour vers la mer. Et Akka qui commençait à dire justement, ça serait peut-être bien que tu ailles dire au revoir à tes parents, mais que tu ailles les voir quand même, si tu restes avec nous. Mais je pense que Akka... elle a un peu manipulé le truc, elle a manipulé Niels et je me demande si elle n'a pas aussi un petit peu manipulé Bataki pour qu'il raconte quelque chose qui puisse décider Niels. Quelque chose comme ça. Le retour à Vemmenhög, c'est Niels qui revient chez lui, qui continue, pas forcément à prouver parce il en est pas, il ne prouve pas qu'il a changé, mais qui continue en fait ses bonnes actions, à aller voir la vache, prendre un petit peu la température, comment ça s'est passé, les parents vont bien, ah mince, ils sont plus pauvres maintenant, ah mince, il y a des vaches qui ont été vendues, oh le cheval il est blessé, je vais aller voir ce que c'est, je vais laisser un petit mot sous le sabot pour mon père, faut pas que je me montre... Et le déclencheur, en fait, de sa transformation,
c'est le retour du jar qui veut montrer où est-ce qu'il habitait. Je pense que le jar, en fait, il en a un peu plein les ailes du voyage et il a envie de se poser avec sa femme et ses petits, ce qui est assez logique. Mais vu l'état financier, c'est assez logique aussi que les parents de Niels veuillent les abattre pour les vendre, avoir un peu d'argent, peut-être un peu de viande aussi pour l'hiver, parce que là, ils sont en octobre. Et en fait, c'est la dernière bonne action de Niels qui le libère et qui libère le jar, Fine Duvette et les 6 oisons quand il empêche sa mère de l'abattre. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Je ne sais pas si ça s'est entendu pendant que je lisais, mais j'ai un moment, j'avais la larmichette qui montait. Un petit peu encore là. C'est juste un conte, hein. Mais ouais, je trouve ça vraiment trop mignon. Et la toute dernière partie, c'est quand il dit au revoir à Akka et qu'ils se rendent compte, Niels comme Akka et comme les autres oies, qu'ils ne se comprennent plus. Et je trouve ça mais tellement triste. Parce que ça fait dire en fait que grâce à elle, il a fait un si long voyage et que grâce à elle, il est devenu bon. Et il lui a dit merci, hein. Ils se sont dit au revoir. Dans les bouquins, dans les histoires, dans la vraie vie, moi les adieux, j'ai toujours... ça me touche toujours. Bon, je vais pas trop m'étendre parce que je vais chialer. Tout ça pour vous dire que je retourne sur le... Bon, j'ai fait des croix parce que c'est un livre que je vais garder. C'est un livre que je lirai à des enfants. La semaine prochaine et probablement aussi la semaine suivante, parce que ça va être plus pratique. En fait, il y a 6 chapitres dans la version papier qui ne sont pas présentes dans la version numérique. D'ailleurs, je n'avais pas vu, mais il y a une note qui dit « Quelques épisodes n'ont pu trouver place dans la traduction qui suit, où le lecteur français trouvera toutefois l'essentiel des 2 volumes suédois. » Donc là, c'était la traduction, je crois que c'était au début du XXe siècle, c'était 1900... Non, je confonds, je sais plus. Mais je pense que ça faisait un gros bébé, en fait, suédois. Ils ont voulu rassembler en un seul livre en français avant cet ouvrage-là. Vous avez vu comme c'est écrit petit, sans déconner. Attendez, je me montre. C'est écrit tout petit. Et bref, si vous voulez, donc il y a 2 chapitres qui se suivent. Les premiers qui ont sauté, c'est le 18 et le 19. Donc c'est le 18 et le 19. Ensuite, c'est le 22. Ceux-là, je vais les lire la semaine prochaine. Je vais resituer les chapitres avant de les lire et je ferai un petit récap en réexpliquant un petit peu ce qui se passait en vlog lecture. Et le samedi suivant, on aura les chapitres de là, 25, 26 et 27. Là, le coup de bol, c'est que ça se suit. Et c'est pas tellement longtemps après... les tout derniers chapitres, en fait, qui manquent, c'est après le moment où Asa et le petit Mats ont failli se noyer sur le lac. Et que Asa a repéré que c'est Niels qui les a aidés. Et bref, c'est vraiment une lecture que j'ai vraiment appréciée. Et le format roman, en fait, fait que c'est beaucoup plus impliquant qu'un conte. Parce qu'un conte, on a quand même l'espèce de distance avec le fait que c'est une histoire qui est un peu plus lointaine, où émotionnellement, en fait, en général, on n'est pas tant que ça impliqué pour le personnage. Enfin, en tout cas, pas moi. Moi, ça me fait vachement rêver, mais... je trouve qu'on n'est pas... c'est pas comme dans un roman parce qu'on a le côté, entre guillemets, pas réaliste. Et là, le fait que c'était sous forme de roman, mais j'ai trouvé ce bouquin mais très bon. Très bon. J'aimerais bien en lire d'autres, des romans comme ça. Donc là, c'est vraiment un appel au secours. Si vous avez d'autres romans de ce genre qui sont libres de droit, n'hésitez pas à me le dire. Je vais aller voir ce qui se passe un peu peut-être aussi dans
dans des bouquins étrangers, je sais pas, de la littérature russe ou la littérature américaine peut-être. Quelque chose de lointain, d'exotique. Bref. Bon, bah, franchement, j'ai été super émue de lire cette histoire. Je suis presque contente en fait du fait qu'il reste 6 chapitres à lire et du coup, bah, on se retrouve samedi prochain pour les 6 chapitres manquants. Et la prochaine fois que j'ai une version numérique et une version papier, je vérifierai avant. Je suis désolée. Hein. Et bah, n'hésitez pas à me dire si c'est une lecture qui vous a plu. Je pense que vous pouvez la trouver, celle-là, vraiment pas chère chez Gilbert Joseph ou Amazon, Recyclive, des trucs comme ça, en ligne. Je sais plus du tout où je l'ai trouvé, moi. Je crois que je l'ai trouvé chez Auchan, en occasion. L'occasion qui fait le larron, entre guillemets. Parce que je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Mais je crois que je l'ai acheté avant d'avoir la chaîne, il me semble. J'ai pas le souvenir de l'avoir passé en book haul. Je sais plus du tout. Mais bref, très très belle découverte. Je suis très contente. C'est vraiment un livre à lire autant pour des, je pense autant des petits. Il est vraiment destiné à des élèves de primaire. Donc c'est top. Bon, peut-être quand même du 8 ans, je pense. Parce qu'il y a plein de mots compliqués, enfin des noms compliqués vu que c'est dans un autre pays, etc. Mais c'est une belle histoire. Je suis très contente de l'avoir lu. À tout bientôt, passez un très bon samedi, lisez tout plein et rêvez tout grand. Salut!